Dans cette vidéo, nous allons voir comment marche DaVinci Resolve 20 de A à Z. Nous allons bien sûr voir les nouveautés de cette version. Vous saurez faire du montage, des effets spéciaux avec Fusion, de l'étalonnage, du mixage sonore et enfin les meilleurs paramètres pour exporter vos projets. Donc prends un petit café et c'est parti. Alors tout d'abord, quand on arrive sur DaVinci Resolve, on arrive très certainement sur cette interface. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre Edit. C'est là où on va faire notre montage. Alors on a différentes fenêtres dans DaVinci Resolve qui correspondent à une partie du pipeline, donc de post-production. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'un pipeline de post-production? Après qu'on ait fini de tourner, on va faire donc ce qu'on appelle de la post-production, ce qui est donc après la production, et on va voir différentes étapes. Tout d'abord, on va importer nos médias. Donc, pour les importer, on va évidemment aller dans la fenêtre médias juste ici. Donc, on va pouvoir importer nos médias juste ici. Ensuite, on va pouvoir aller soit dans Cut ici, soit dans Edit. La différence, c'est que Cut, ça va être prévu pour faire du montage rapide. Souvent, du montage pour faire des shorts YouTube, ce genre de choses, ça peut être très très pratique. Alors que Edit, on va avoir beaucoup plus d'options, peut-être un petit peu moins ergonomique au premier abord, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, nous, on reste concentré sur la fenêtre Edit, qui est quand même un petit peu plus pratique à utiliser, même si au premier abord, elle paraît un petit peu moins ergonomique. Ensuite, on va faire les effets visuels. Donc pour ceux qui connaissent After Effects, c'est cette étape-ci. C'est-à-dire que par exemple, si on a un fond vert, ce qu'on va faire par la suite, on va venir enlever notre fond vert et incruster un arrière-plan. On va faire tout type d'effets, donc dans la fenêtre Effets juste ici, qui est Fusion. À la base, Fusion, c'est un logiciel comme After Effects, à part, que Blackmagic a racheté, et depuis quelques versions maintenant, ils l'ont directement incorporé dans DaVinci Resolve. Ce qui est super pratique, parce que DaVinci Resolve, ça devient un vrai couteau suisse. C'est un petit peu comme Blender pour la 3D. C'est un peu la même chose. Une fois qu'on a fait nos effets visuels, on va donc pouvoir faire notre étalonnage, c'est-à-dire la correction colorimétrique dans la page Color, et en parallèle de ça, on va pouvoir faire le mixage dans la page Fairlight, juste ici, et une fois que toute cette post-production est faite, on va pouvoir l'exporter dans la page Deliver, juste ici. Donc c'est ici qu'on va mettre nos paramètres d'export et donc exporter notre projet. Donc nous allons voir toutes ces étapes et ça va vous aider à comprendre la philosophie du logiciel, et après ce tutoriel, vous serez donc capable de faire du montage, des effets visuels, de l'étalonnage, du mixage et exporter vos projets, donc à faire de la post-production, c'est-à-dire tout ce qui est après le tournage, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible, et ça à travers un logiciel. Et nous allons bien sûr aussi voir les nouveautés de la version 20 qui sont plutôt cool. Donc commençons par aller dans la fenêtre médias. Bon, on va pas se prendre la tête, c'est un tutoriel de base, donc on va juste importer nos médias. Alors pour les importer, on peut aller ici dans Windows C directement, aller chercher le chemin, ce qui est pas très pratique. Ce que je vous suggère, c'est de prendre vos médias et de les glisser juste ici. Donc moi, par exemple, je sélectionne des médias et je les glisse juste ici. Alors des fois, il peut m'indiquer une fenêtre si je désire changer donc mon project setting, si en fait il détecte que j'ai des vidéos qui sont pas au même framerate. Le framerate, c'est le nombre d'images que vous allez avoir par seconde. Donc des fois, vous enregistrez en 24 images par seconde, en 50, en 60, etc., etc. Et s'il détecte des médias qui sont même pas au project setting que lui a mis de base, il vous demande si vous voulez changer ou pas vos project settings. Moi, par exemple, je vais faire Don't Change parce qu'on s'en fiche. Et donc là, je vais avoir accès à tous mes médias. Donc, par exemple, si je glisse ici ma souris sur clip 1, je peux voir ce que ça donne. Je peux glisser ma souris ici et donc voir chaque média, ce que ça donne, ce qui est quand même assez pratique. Je peux voir l'audio, je peux aussi cliquer sur un média et avoir les métadatas du média, c'est-à-dire combien de temps il fait, combien de frames il y a, quelle est la cadence d'image, on en parlait juste avant, là c'est du 25 images par seconde, ici on voit la profondeur de couleur, en fait on va avoir accès à toutes les informations, aussi par exemple quand le média a été modifié, ce genre de choses, donc toutes les informations relatives aux médias, on retrouve ici aussi 1920 par 1080, à savoir sa résolution, au niveau de l'audio, en combien de Hertz je suis, ici je suis en 48 000 Hz, le format qui lui a assez, et pour ceux qui connaissent, c'est du MP4, donc en page de 6.4. Voilà. Donc là, on va voir toutes les métadatas, c'est-à-dire toutes les données de notre média. Voilà. On va pas aller plus loin pour la fenêtre média, et on va tout de suite passer à la fenêtre Edit, qui est la fenêtre donc pour faire du montage. Donc ici, on n'a rien, ce qui est entièrement normal. Donc je vais cliquer sur Media Pool pour avoir l'affichage de mes médias. Alors je peux passer ma souris sur un média, et là, tout comme dans Média, ça va automatiquement s'afficher dans le Viewer. En termes d'interface, on va retrouver donc le Media Pool,
la timeline, c'est-à-dire que c'est là où on va mettre nos médias et les assembler. C'est ici qu'on va créer notre montage. Ici, on va retrouver le viewer et ici, on va retrouver un inspecteur. Alors ça, on va voir par la suite, mais c'est là que vous allez pouvoir modifier donc votre média, par exemple faire un zoom, un dézoom, venir cropper certaines parties. Enfin, on va voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire dans la fenêtre inspecteur, mais c'est là où vous allez pouvoir modifier aussi les effets que vous appliquez directement à votre média. Donc moi, je vais cliquer ici sur Inspecteur pour avoir deux vues. Vous allez comprendre après. Donc, on retrouve d'autres choses, par exemple ici comme effet, ok? Donc là, on va voir tous les effets disponibles, comme les transitions, les générateurs directement, tous les outils de texte, enfin, tous les effets que vous pouvez retrouver sur DaVinci Resolve. Pour venir enlever cette fenêtre cyanogène, on peut recliquer sur Effect, et ça marche pareil pour tous les menus, comme pour l'index, comme pour la Sound Library. Vous pouvez télécharger des librairies de musique et directement les avoir dans DaVinci Resolve, ce qui est super pratique. On a aussi depuis cette version-ci Keyframe, et ça on en reparlera après, mais c'est quand même super pratique. Ça c'est seulement depuis la version 20. Avant c'était disponible dans Fusion, mais maintenant c'est même disponible dans la fenêtre Edit, et ça change pas mal de choses parce que ça va être beaucoup plus pratique de faire de l'animation. Je vais vous montrer l'ancienne façon et la nouvelle. Vous allez voir que les keyframes c'est quand même beaucoup plus pratique, donc on va aussi soulever des nouvelles fonctionnalités dans cette vidéo. Donc je vais décocher Keyframe et on va aller dans Media Pool juste ici, et je vais prendre un média et je vais le glisser juste ici. Ok, là, on voit rien. Pourquoi on voit rien? Eh bien parce que notre média, on peut le bouger ici dans notre timeline, mais notre curseur, lui, il est au début. Et là, il n'y a aucun média. Donc si je décale mon curseur et que je la mets au niveau de mon média, là, on commence à voir quelque chose. Donc je vais recliquer sur Inspector pour avoir plus de place ici. Donc ici, je peux décaler mon média, le remettre au début. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit les paramètres de mon média. Mais ça, on y reviendra par la suite. On va commencer par se concentrer par la timeline. Donc, comment se déplacer dans la timeline? Alors, je peux faire espace pour avancer, espace pour faire pause. Ok, ça, ce qui paraît assez classique. Mais le plus pratique, c'est d'utiliser les raccourcis J, K et L. Comme ça, vous allez pouvoir avancer, reculer et faire pause. Donc, c'est L pour avancer, K pour faire pause, et J pour reculer. Alors, si je fais double L, j'avance 2 fois plus vite, K pour faire pause, J, je recule, et double J, je recule 2 fois plus vite. Triple J, 3 fois plus vite, triple L, pareil, 3 fois plus vite vers l'avant. Vous avez compris. Donc de cette manière, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc retenez les raccourcis J, K et L, qui sont un petit peu les mêmes dans tous les logiciels de montage, mais qui sont super pratiques. Alors je peux sélectionner un média et venir le supprimer si je le souhaite. C'est une chose qu'on peut faire. Je peux venir prendre un second média, l'incorporer dans ma timeline. Alors ici, on voit qu'on a des points in et out. Ça, c'est les points in et out de ma timeline. Bon, on y reviendra par la suite. Et donc, comment se passe concrètement le montage dans la timeline? Donc, j'ai importé plusieurs médias, par exemple le 1 ici, le 2 et le 3. Donc, ici, on a un espace entre les médias. Ce que je pourrais faire, c'est le prendre et venir directement le coller comme ceci. Sauf que là, on voit que ça se colle pas très bien, et donc il faudra aller très près et venir zoomer, ce qui n'est pas pratique. Donc, ce qu'on peut faire, si ce n'est pas activé chez vous, c'est activer ici l'aimant, ce qu'on appelle le snapping. Et là, dès que je me rapproche, ça va automatiquement se coller. Donc ça, c'est une première technique. Mais plus simple ici, c'est de venir supprimer l'espace qui est ici. Dans DaVinci Resolve, contrairement à d'autres logiciels comme Sony Vegas, par exemple, on va pouvoir sélectionner les zones de vide. Donc je sélectionne ça et je viens supprimer, tout comme pour supprimer une lettre. Donc je fais backspace. Voilà. Et là, ça supprime mon espace. Donc de cette manière, je peux supprimer les espaces. Et donc là, on passe d'un média à un autre sans qu'il y ait de trou. Ok. Donc là, ça fonctionne très bien. Maintenant, comment couper un média? Il y a plusieurs solutions. Soit on peut prendre les outils qui sont ici, comme par exemple le Blade Edit Mode, et venir directement couper ici. Donc maintenant, je remets ici en Selection Mode, et je viens sélectionner donc un média et le couper. C'est une solution. Mais je trouve que c'est pas la plus pratique et pas la plus précise. La plus précise, je pense que c'est quand même de se mettre un instant T. Par exemple, je souhaite couper ici, je vais faire CTRL B et je vais sélectionner la partie que je souhaite supprimer et je vais la supprimer. C'est quand même un peu plus pratique. Pareil ici, j'ai envie que ça commence un petit peu plus tard. Par exemple, par là, je vais faire CTRL B et je vais supprimer le début. Voilà, rien de plus compliqué. Donc, si on a notre montage, on a ceci. Pareil, je pourrais commencer à partir d'ici, donc CTRL B, comme ceci, ça avance. Je peux avancer un peu plus vite, et ici, je décide que ça se termine. Donc, CTRL B, et je viens supprimer cette partie-ci. Pareil ici, je peux décider de couper à partir de là, je coupe,
et là, hop, cette partie donc coupée. Alors ça, c'est une manière de monter. Vous avez la possibilité donc de monter dans votre timeline. Une autre manière, alors je vais vous montrer, c'est de supprimer tout ça. Et là, je vais cliquer sur Inspector et je vais avoir un deuxième viewer. Donc, je vais prendre le clip 1 et le glisser juste ici. Et pareil, pour me déplacer, je vais faire J pour reculer, K pour faire pause et L pour avancer. Jusqu'à là, rien de compliqué. Donc je vais me remettre tout au début et je vais faire L et j'ai envie que ça commence à partir de là. Donc là, je peux faire K, sauf que si j'ai envie que ça commence quand même quelques frames avant, quelques images avant, je peux faire K plus J une fois pour reculer d'une image et K plus L pour avancer d'une image. Donc au début, vous pouvez un petit peu vous embrouiller avec JKL, mais testez, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rapide pour faire du montage. Donc je vais faire KJ pour reculer du nombre d'images que je veux. Donc en fait, vous maintenez K et vous faites le nombre de J que vous voulez d'images. Donc à chaque fois que vous faites J, vous reculez d'une image. Donc admettons que j'ai envie que ça commence ici, je vais faire I comme input, c'est-à-dire comme entrée. Donc je vais faire I et là, je vais avoir un point d'entrée. Ça veut dire que mon média commence ici. Ensuite, je vais faire L. Ensuite, ici, je vais faire K. Et j'ai envie de reculer encore. Donc, je vais faire KJ. Et admettons que j'ai fait trop de fois KJ. Et ben, je vais faire KL pour avancer de quelques images. Par exemple, ici. Et là, je vais faire O pour faire output comme sortie. Voilà, si on traduit de l'anglais. Donc, je vais faire O. Et là, on a notre point in et out. Donc, notre image sera entre ceci et ceci. Ce qui fait que ce qui est là va être supprimé. Et ce qui est ici va aussi être supprimé. On va que garder cette zone. Donc si je récapitule, ce qui n'est pas très compliqué, vous allez voir, je fais L pour avancer. Quand il y a un moment qui me plaît, par exemple ici, je fais K, J pour reculer. Ici, je vais faire un point in pour l'entrée. Ok, j'ai envie que ça se termine par là. Je vais faire un point O pour la sortie. Et là, on est tout bon. Alors maintenant, on pourrait prendre ceci et l'importer dans la timeline. Voilà, ça marcherait très bien. Il y a une autre méthode, c'est d'utiliser la raccourci F9, F10 et F11. Donc, vous allez voir les différents raccourcis. Par exemple, si je fais F9, hop, ça me l'importe. Très bien. Donc ici, j'ai mon premier média importé. Ensuite, je vais prendre mon deuxième média. Ok. Et par exemple, j'ai envie que ça commence, alors je vais faire L, hop, j'ai envie que ça commence ici, je mets un point in. J'avance, je fais double L pour aller plus vite, et j'ai envie que ça se termine, par exemple, quelques images avant, donc je fais KJ, j'ai envie que ça se termine, par exemple, je sais pas moi, ici. Je vais faire out, et là, je peux faire, si je veux, F9, vous allez voir, F9, ça va se mettre à la suite, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? En fait, F9, ça va se mettre là où est mon curseur. Donc là où mon curseur va se mettre, donc, mon média. Par exemple, si je vais ici, et je fais F9, ça se met ici, parce que mon curseur est ici. Si je me mets là et que je fais F9, ça se met ici. Donc dans notre cas, vu que c'est à la suite de mon curseur, je peux faire F9. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre un clip entre les deux? Je vais mettre mon curseur ici, et je vais importer un troisième média qui est celui-ci. Par exemple, je vais mettre un point in et un point out, au hasard, ok. Et là, je vais faire F9. Et ben là, ça va se mettre entre les deux, parce que mon curseur était donc à ce niveau-là. Vous voyez que si mon curseur est ici, et bah automatiquement, ça va pas faire ce qu'on appelle de l'overlapping, ça va pas venir supprimer ce média-ci, se mettre par-dessus. Quand je fais F9, ça va donc venir se mettre ici et décaler tout ce qui est après. Ce qui est super pratique, parce que admettons que vous avez monté 15-20 rushs et que vous voulez en mettre un entre les deux, et ben vous avez juste à mettre votre curseur à un endroit, et donc là je fais F9, et tout va se décaler après, ce qui est quand même super pratique. Alors que si je fais F10, et ben ça va tout simplement se mettre à la suite et venir supprimer ce qui est sur son chemin. Donc, par exemple, j'ai ce média-ci qui est beaucoup plus long, on va dire je le mets ici, ok, et là je fais F10, donc ça se met à la suite de mon curseur, mais ça vient supprimer donc tout ce qui est après. Lui va se mettre par-dessus. Donc bien comprendre la différence entre F9 et F10, et vous avez aussi F11, donc là il va uniquement se mettre jusqu'à atteindre le prochain média. Donc, si je résume, alors je peux faire clic droit, cut ici, donc on a F9, ça va se mettre à la suite, qui est dans mon curseur et tout décalé après. F10, oui, il s'en fiche, il se met par-dessus, quitte à supprimer ce qui est sur son passage. Et enfin, vous avez F11 qui va pas tout décaler, mais qui va se mettre jusqu'à temps qu'il y a un autre média. Voilà. Donc F9, F10 et F11 qui peuvent être super pratiques. Donc je vais supprimer ceci, parce que, hop, j'en ai pas besoin, et ça je peux le mettre à la suite, donc je peux me mettre ici, et là, si je fais F9, F10 ou F11, ça va rien changer, de toute manière, parce qu'il n'y a rien après. Donc ça, c'est pour vraiment les basiques de comment ça fonctionne. Si jamais vous vous rappelez plus des raccourcis clavier, et ben en fait, ça correspond à ceci.
F9 c'est insert clip, F10 c'est overwrite clip, c'est-à-dire l'overwrite ça se met par-dessus, ça va écrire par-dessus, ok? Et ici, ça va faire replace, donc ça va remplacer jusqu'à temps qu'il n'y ait pas autre chose. Donc voilà, vous avez toutes ces opérations ici. Mais c'est quand même un petit peu plus simple avec les raccourcis clavier. Donc si on continue notre montage, on va pouvoir mettre ce clip aussi. Donc là, je peux mettre un point in ici, ou un petit peu avant si je veux. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre un point in, je fais L ou double L pour avancer, et dès que la personne s'assoit, hop, ici je fais K, et je fais O pour tout simplement faire mon output. Et là, je peux faire F9 et ça va se mettre à la suite. Donc quand vous avez plein de clips à monter comme ça, c'est quand même un montage qui est super pratique d'utiliser les points in et out. Voilà, donc pareil ici, je peux par exemple commencer tout au début. Par exemple ici, je vais mettre un point in, j'avance, je mets un point out et je fais par exemple F9. Et là, j'ai mon premier montage, donc j'ai ceci. Voilà, donc ici j'ai du son, donc on va voir ça après, mais là si je me dis que c'est encore trop long, bah rappelez-vous, je peux faire CTRL B et venir supprimer ceci. Pareil pour chaque média, je peux faire CTRL B et venir supprimer comme je le souhaite. Alors maintenant on n'a plus besoin du Media Pool parce qu'on a tout importé, donc je vais recliquer sur Media Pool pour avoir ça en grand. Maintenant je vais pouvoir cliquer sur Inspector, et donc ça va garder le viewer de ma timeline, ce qu'on voit dans notre timeline, mais ça va nous mettre un inspector. Vous allez comprendre. Par exemple, ici je vais sur mon premier média et je vais le sélectionner. Donc il a une surluminescence rouge. J'ai des informations ici, comme par exemple le zoom. Donc je vais pouvoir zoomer. Donc là je zoome et dézoome dans mon image. Très bien. Je peux choisir de zoomer soit en X, soit en Y, si je désactive le petit cadenas juste ici. Donc si je clique sur ce petit cadenas, je peux zoomer en X, ou alors juste en Y. C'est comme je souhaite. Pareil, ici on a la position en X et en Y, ok, si vous souhaitez décaler votre image. Donc je vous laisserai aller voir ça, c'est pas le plus intéressant. Vous pouvez toucher un petit peu à tout. Pareil, il y a la rotation, vous allez avoir aussi le pitch qui peut être assez marrant, le yaw, en fait qui est la même chose mais dans l'autre sens, le flip pour flipper votre image en horizontal ou en vertical. Enfin, j'imagine, vous voyez un petit peu l'idée. On retrouve ici tous les crops, donc on peut cropper à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc de cette manière, par exemple, on pourrait faire des bandes noires, même si je vous conseille pas de le faire comme ça. Pareil, sur tous vos crops, vous avez un paramètre de softness qui va gérer le flou de votre crop. Donc par exemple, si j'augmente ceci, vous voyez que c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup moins net. Donc, vous faites un flou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu comme vous voulez. Donc, je vais faire CTRL Z et je vais tout remettre évidemment à 0. Alors si vous avez plein de paramètres ici, au lieu de tout remettre à 0, vous pouvez cliquer ici, et là, ça va réinitialiser le paramètre. Voilà, comme ça, vous êtes sûr. Ici, sur chaque paramètre, on va retrouver ce qu'on appelle des clés, donc des keyframes. Par exemple, si je mets une clé à l'image 1, donc elle est en surluminescence au rouge, je vais m'avancer jusqu'ici, et je vais zoomer dans mon image, et là, ça va remettre automatiquement une seconde clé, et entre cette image-ci et cette image-ci, j'aurai donc effectué un zoom. Vous voyez qu'ici, mon paramètre, il s'anime. Mais comment voir où sont mes clés? Alors avant, dans DaVinci Resolve, c'était pas super ergonomique, mais depuis cette version, c'est quand même bien mieux. Donc dans les versions précédentes, on avait nos informations de clés ici, et donc on pouvait voir nos animations, nos courbes ici, mais c'était pas super pratique de directement avoir ça dans notre média. Mais maintenant, depuis cette version, on a carrément une fenêtre entière dédiée à ça. Donc quand je dis une fenêtre, je parle pas de fenêtre ici, on va plutôt parler donc de module si on veut, c'est un petit peu comme on veut. Mais donc on va avoir l'onglet ici, Keyframe. Et donc là on va retrouver nos différentes clés. Donc ici on voit que dans Transform, donc tout ça ce sont mes transforms, comme c'est marqué ici. On a le paramètre Zoom ici, et là on voit que dans Transform, dans Zoom X et Y, qui correspond à X et Y ici, on retrouve donc mes clés. Et donc on voit qu'à la première image on a des clés, et que à cette image-ci, on a de nouveau des clés, parce que c'est en surluminescence rouge. Donc je peux zoomer davantage par exemple. Okay. Et ici, je peux décaler mes clés si je le souhaite. Donc là, je décale mes clés. Si je les mets plus loin, évidemment, ici, ce sera moins zoomé, ce qui paraît logique. Donc par exemple, je peux venir les rapprocher, et donc on aura un zoom au début super rapide. Voilà, je peux venir si je veux les décaler, et donc le zoom sera de moins en moins rapide. Donc je peux venir, si je le souhaite, bouger mes clés. Alors si je délink ici le X et le Y, et ici, je vais pouvoir sélectionner
seulement X ou seulement Y. Donc par exemple, je peux faire un zoom X et Y décalé, et là on voit que ça fait des trucs très bizarres. Ça s'étire en X et après un petit peu en Y. Voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et dès que vous allez mettre une clé, par exemple ici dans Crop Left, si je mets une clé, vous allez voir, hop, ici dans Crop In, Left, ça met une clé, et je vais aller à n'importe quelle image, par exemple celle-ci, même si ça a peu d'importance parce qu'on peut modifier nos clés par la suite, je vais cropper en Left, donc quelque chose comme ça, ok, et là, on a une clé qui s'est mise à cette image. Mais si je veux, je peux changer d'image, et donc naturellement ça va changer mon animation, étant donné que la fin apparaîtra un petit peu plus tard. Donc la fenêtre keyframe, elle est assez simple à prendre en main, et elle est vraiment très pratique. Alors moi je vais tout reset, alors au lieu de reset chaque paramètre ici, je peux directement reset ici, mais transformer ça à tout reset ici, ou alors je peux reset crop, et ça va tout reset mes crop ici, ce qui peut être un petit peu plus rapide. Alors je vais recliquer ici sur keyframe, et ensuite dans l'inspecteur on va retrouver l'audio, donc ici on va pouvoir gérer le volume audio. Donc par exemple si je sélectionne un plan où il y a de l'audio, par exemple celui-ci, donc je vais augmenter le volume, et vous voyez ici que ça augmente bel et bien le volume. Donc pour pas se casser les oreilles, je vais remettre ça à 0, et on retrouve différentes choses, comme par exemple l'equalizer. Donc pour ceux qui font du mixage sonore, vous savez à quoi ça se réfère. Bon, on verra ça plus dans la page Fairlight juste ici, ou pareil, on peut retrouver ici les equalizers et les gérer de façon quand même beaucoup plus précise, mais on a déjà un petit truc rapide ici pour un petit peu modifier les choses. Mais si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans le mixage, allez directement ici pour les connaisseurs. Alors dans Inspector, on retrouve vidéo et audio. Ok, mais on va aussi retrouver Effect, Transition et Image. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et surtout, pourquoi quand je sélectionne mon média, je peux pas aller dans Effect? Et ça c'est parce qu'on n'a pas d'effet. Donc je vais cliquer sur Effect juste ici, et par exemple je vais rajouter quelconque effet sur donc mon média. Par exemple je vais aller dans Effect ici, et je vais rajouter ceci. Donc je vais prendre ça et le mettre sur mon média. Donc là, on va avoir un effet, donc de jumelles, qui est appliqué sur mon média. Voilà, ce qui peut être assez sympa. Vous voyez qu'on a des effets de distorsion, de flou sur les côtés, un petit peu comme ce qu'on pourrait retrouver avec des jumelles. Et donc là, pour modifier cet effet, pour avoir accès aux paramètres de mon effet, vous voyez maintenant qu'ici, on a accès au panel Effect. Pourquoi? Parce que on a un effet qui est appliqué sur mon plan. Alors que si je sélectionne un autre plan, on peut pas, parce qu'on n'a pas d'effet. Mais si je lui applique un effet, par exemple, je sais pas moi, l'effet de vidéo caméra, je applique ceci à ce plan-ci, voilà, on a un effet de vidéo de caméra, là j'ai accès donc à Effect maintenant. Donc je vais retourner sur mon premier plan et le sélectionner. Important, si je regarde ceci mais que ce média est sélectionné, et dans audio, vidéo, ce genre de choses, je vais avoir accès donc à mon média qui est sélectionné. Ce qui fait que là, si je zoome, ça fait absolument rien, parce que je sélectionne ce média. Par contre, ce média donc sera zoomé. Donc bien faire attention, là où vous modifiez les effets, c'est là où est sélectionner votre média et non pas là où vous êtes dans votre timeline. Attention à ne pas vous faire avoir, même si vous allez vous faire avoir, vous allez zoomer, vous allez vous dire mais ça fait rien, et ça c'est parce que c'est pas le bon média qui est sélectionné. Donc moi je sélectionne ceci, et par exemple je vais aller dans Effect, et là je vais pouvoir modifier les paramètres de mon effet que je lui ai appliqué. Par exemple le Blur Strength, ici je vais pouvoir mettre un blur, et vous voyez que c'est complètement flou. Pareil pour l'aberration, là on a une aberration chromatique encore plus fort. Pareil pour le vignettage, on peut avoir un vignettage. Pareil l'aberration, la force de l'aberration, donc pas la distance mais juste sa force ici. Enfin, vous avez compris un petit peu le principe. Pareil pour le masque, on va pouvoir avoir un masque beaucoup moins net. En fait, c'est là où vous allez modifier donc votre effet. Ça, je pense que vous avez compris. Pour supprimer un effet, en fait, on peut le désactiver ici. Ça, c'est juste désactiver. Et si on veut complètement le supprimer, on clique sur la poubelle ici. Ou autre chose aussi importante à savoir, c'est que certains effets, en fait, ils ont été faits sur Fusion. C'est-à-dire la page un petit peu comme After Effects pour faire des effets visuels. Donc, des fois, si vous cliquez sur ça, qui correspond au logo de Fusion, ici vous voyez que ça et ça c'est le même logo, donc sur certains effets, ceux qui ont été faits sur Fusion, je vais pouvoir sélectionner ça, et ici ça m'ouvre automatiquement Fusion. Bon, là, il me dit que je suis dans la version gratuite, donc j'ai pas forcément accès à certains paramètres. Ok, je suis en yet. Et là, en fait, je vais pouvoir modifier directement mes effets si je le souhaite. Bon, on n'a pas encore vu Fusion, on va voir après. Mais ici, je peux directement modifier mes effets. Par exemple, modifier la couleur ici, ce genre de truc. On va pouvoir directement modifier notre effet et aussi voir comment il a été fait, ce qui peut être intéressant. Voilà. Bon, pour l'instant, on voit pas Fusion, mais vous allez comprendre un petit peu plus comment marche Fusion quand on va voir ça. Sachant que Fusion, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise de A à Z, étant donné que
que j'ai travaillé sur Fusion pour des productions d'effets visuels, pour des clips, des longs métrages, enfin plein de trucs. Donc Fusion, je vais vraiment pouvoir bien vous l'expliquer. Et souvent pour les utilisateurs de DaVinci Resolve, c'est la partie la plus compliquée à comprendre, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc si je souhaite supprimer mon effet, je clique juste ici, et je peux aussi ajouter des transitions. Donc je vais dans vidéo transition, dans audio transition, c'est un petit peu comme vous voulez, et là on va mettre quelque chose de bien kitsch, par exemple ceci, hop, on met un cœur entre les deux, et là, ça va faire automatiquement une transition entre les deux. Donc je peux aller ici par exemple, cliquer sur mon média, et là j'ai l'option transition. Donc c'est Hurt, alors je peux aussi mettre une box si je veux, donc c'est une boîte maintenant, bon, du coup c'est peut-être moins intéressant, mais là je peux changer donc les paramètres de ma transition. Donc dans l'inspecteur, vous allez retrouver tous les paramètres, que ce soit de votre média, de votre audio, des effets que vous rajoutez, de vos transitions et aussi images. Voilà, on va pas aller plus loin. Vous voyez un petit peu le principe, et donc ici vous avez accès à toutes les transitions. Alors ce qui est pratique, c'est que juste en mettant votre souris, vous pouvez prévisualiser votre transition. Par exemple, si je veux supprimer celle-ci, alors je sélectionne la transition. Alors des fois ça peut être un petit peu pénible à supprimer, donc je zoome, et là je sélectionne ma transition, et je vais la supprimer. Donc là, il n'y a plus de transition. Ensuite, si je veux prévisualiser pour voir ce que ça donne, bah, je peux tout simplement venir ici glisser ma souris. Voilà, et par exemple, cette transition-ci, elle me plaît bien, bah, je la prends et je l'ajoute. Et là, bah, ça fait ce que ça doit faire. Et pareil, dans transition, je peux modifier la durée. Donc ici, on a une flèche, donc arrow up, je peux faire arrow down. Du coup, on aura une flèche qui va vers le bas, sur le côté gauche et sur le côté droite. C'est un petit peu comme on veut. Et donc, c'est pour ça que DaVinci Resolve est super pratique. Vous avez une grande maniabilité. Et contrairement aux versions précédentes, vous avez énormément de presets, surtout depuis l'arrivée de Fusion. Ça a beaucoup aidé pour le motion design, avoir plein d'effets assez sympas. Donc, si vous n'avez pas encore passé de passion DaVinci Resolve, bah, pour le coup, il n'y a plus rien qui vous retient sur les autres logiciels. Parce que pour le moment, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y en a pas un qui est aussi performant que DaVinci Resolve et est un aussi grand couteau suisse. Alors pour le montage, on va voir 2-3 autres trucs qui peuvent vous servir. Donc je vais désactiver Effect ici, et maintenant, admettons que vous voulez faire des ralentis et des accélérés. Donc par exemple, ce média-ci, on veut l'accélérer. Donc je vais faire clic droit, ici je vais aller dans Change Clip Speed, et ici je vais retrouver un panel où je peux gérer ma vitesse. Donc de base, je suis en 100. Donc tout ce qui est inférieur à 100, et bah ça va ralentir, et tout ce qui est supérieur à 100 va être accéléré. Par exemple, si je mets ma vitesse à 50, parce que c'est un pourcentage, et bah ça sera 2 fois moins rapide. Si je mets ma vitesse à 200, ça sera 2 fois plus rapide. Donc par exemple, je vais mettre 500, ok, et là, mon média sera 5 fois plus rapide. Voilà. Donc, on n'y voit plus rien. Ensuite, je peux refaire clic droit, Change Clip Speed, et là, il a conservé les informations, ce qui est quand même super pratique. Donc si je remets à 100, et bah j'aurai la même chose. Donc mon média de base. Alors par exemple ici je vais pouvoir mettre à 20 et ici je peux faire Ripple Timeline. Comme ça prend la timeline en compte et ça va venir étendre notre média. Alors ici je peux mettre ça par exemple à 20. Ok, faire Ripple Timeline, ça peut être assez important pour que ça suive la timeline et que ça décale tout aussi. Donc je fais Change et là ça vient décaler le reste. Ok, et là bah donc j'aurai un ralenti, donc x5. Voilà, ce qui est très lent. Donc, autre chose aussi qui peut être assez pratique, si je me place par exemple à cette frame-ci, voilà, je peux faire clic droit, pareil ici, Change Clip Speed, et si je désire friser mon image, je peux cliquer sur Freeze Frame, et ça va se faire à l'image où vous êtes, donc je fais Change, et là, automatiquement, ça va me couper mon média, et tout ce qui est après, bah, sera donc frisé. Donc là, je peux étendre à l'infini ceci, en fait, c'est une image fixe, et ce qui est avant, bah, ça continue, voilà. Donc je peux supprimer ceci, et maintenant donc j'ai mon image qui est fixe. Donc ça c'était pour les ralentis et accélérés, rien de compliqué par rapport à ça. Autre chose qui peut être assez pratique, si je souhaite délinker l'audio et la vidéo. Donc par exemple je peux faire clic droit, et ici il y a un link clips. Donc je clique sur link clips, et là je vais avoir la vidéo et l'audio qui sont déliés. Si je vais les relier ensemble, je peux par exemple venir décaler, parce qu'admettons qu'il y a eu un décalage audio, donc je décale, je sélectionne les deux en faisant Shift, donc je maintiens Shift, je fais clic droit, link, clips, ou alors je fais CTRL ALT L. Et là, c'est ensemble. Donc maintenant, ça bouge ensemble. Autre chose que vous pouvez faire, donc faites attention à ça, c'est super important. Des fois, quand vous allez sélectionner, c'est pas linké, alors que pourtant, ici, bah, vous êtes linké. C'est possible. Donc ça, c'est parce que vous avez désactivé ici le link selection. Si c'est désactivé, et bah, vous voyez que ça va être décalé. Et là, ça nous indique d'ailleurs que c'est décalé.
ce qui est quand même pratique. Donc si je remets ici, c'est plus décalé. Mais faites attention, ça pareil, ça va vous décaler votre clip. Alors que si vous faites ça, ici, bah, ça vous indique qu'il est lié. Donc c'est juste que vous avez activé l'option délier. Donc faites attention à cette option-ci qui peut être assez piège. Ensuite, vous avez d'autres options pour votre timeline. Par exemple, ici, vous pouvez mettre des marqueurs dans votre timeline ou directement dans votre média avec le raccourci clavier M ou alors ceci. Par exemple, ici, si je veux mettre une annotation, je pourrais faire M et donc ça mettra un marqueur ici et faire double-clic et marquer une annotation, une couleur si je le veux. Donc pour s'organiser, ça peut être pratique. Donc ça, vous pouvez directement le mettre sur votre timeline, venir le bouger, ou alors vous pouvez même le mettre sur un média. Si je sélectionne mon média et que je fais M, là, automatiquement, ça va rajouter un marqueur sur mon média, et donc je peux venir marquer certaines choses pour être un petit peu plus organisé. Pareil, je peux changer la couleur de ma timeline, donc je peux faire clic droit ici, faire Change Track Color, et par exemple mettre du orange. Voilà, donc ça peut être super pratique pour différencier le bruitage des voix, de la musique, qui seront sur différentes pistes sonores. Pareil pour la vidéo, si vous voulez rajouter des choses, en termes d'organisation, ça peut être quand même assez pratique. Donc voilà pour la base du montage sur DaVinci Resolve. Évidemment, vous avez plein d'autres choses. Ici, vous pouvez faire un quick export, donc directement exporter. On verra que c'est pas la meilleure manière de le faire. Vous pouvez mettre YouTube, donc ça va vous faire des bons réglages YouTube et ça va directement s'exporter. Enfin, il y a des manières comme ça qui peuvent être assez pratiques quand même. Donc, comme son nom l'indique, c'est un quick export. Donc s'exporter de manière rapide, mais vous avez d'autres choses qui peuvent être assez sympas. Ici, le mixeur, donc vous avez un tout petit peu plus d'options, donc c'est pas autant que Fairlight. Ici, metadata, en fait, ça correspond à, ici, dans Média, sélectionner un rush et donc avoir accès aux metadata. Vous voyez que vous retrouvez les fenêtres dans Edit. Donc Edit, c'est un petit peu un fourre-tout. Vous allez pouvoir avoir plein d'options, en tout cas pour faire du montage, mais vous allez avoir aussi d'autres modules qui seront incorporés, donc les modules qui sont ici, mais si vous souhaitez aller plus loin, vous devrez directement aller dans les modules concernés, à savoir les effets visuels, l'étalonnage et le mixage. D'ailleurs, on va tout de suite passer à la fenêtre Fusion. Alors pour découvrir Fusion, nous allons partir d'un fond vert, ce qui est un cas pratique assez intéressant pour découvrir les effets visuels sous Fusion. Donc on va bien placer notre curseur sur notre plan, sinon on va traiter dans notre plan et on va basculer dans la page Fusion. Donc automatiquement, ça va donc traiter de notre plan, là où est situé donc mon curseur. Donc je vais dans Fusion et ici on retrouve une interface un petit peu similaire à la page Edit, c'est-à-dire qu'on va retrouver juste ici le Media Pool qu'on peut cacher si on le souhaite. On retrouve le Viewer juste à côté, donc c'est là où on va pouvoir visionner notre image. Juste encore à côté, on va retrouver l'inspecteur, c'est-à-dire que par exemple qu'on va créer des nœuds, c'est là où on va pouvoir modifier nos effets. Et ici, on va retrouver le Node Graph. C'est là où on va traiter de tous nos nœuds. Donc c'est là que ça peut être un petit peu plus compliqué pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec une structure nodale. On va dire que ça correspond un petit peu à la timeline de DaVinci dans la page Edit. Voilà, juste pour faire un petit parallèle, même si c'est quand même bien différent. Donc déjà, comment se déplacer? Alors dans le Viewer, on peut utiliser le clic molette pour bouger comme ceci, et le plus et le moins pour zoomer et dézoomer. Vous avez aussi CTRL F pour automatiquement fit à l'image. Par exemple, si je suis complètement dézoomé et que je fais CTRL F, ça va automatiquement bien se remettre. Ici, on va retrouver différentes options, comme par exemple la possibilité de uniquement voir la couche rouge, la couche verte, donc c'est en fond vert, vous voyez que c'est beaucoup plus lumineux dans les verts, et la couche bleue. Voilà. Donc on peut traiter chaque couche individuellement et on va aussi retrouver l'alpha, là qui est complètement blanc, mais l'alpha ça va être notre couche qui va nous servir à créer des masques pour donc avoir une transparence et incruster des choses derrière notre fond vert. Donc quand on va faire un fond vert, on va traiter de l'alpha. Mais ça, on va le voir dans un instant. Déjà, concentrons-nous sur le fonctionnement de Fusion. Donc là, je me remets en color, ce qui comporte rouge, vert plus bleu, parce qu'une image est faite donc de rouge, plus vert, plus bleu. Ça, c'est pour les bases de l'image. Voilà, rien compliqué par rapport à ça. Ensuite, si je fais clic droit dans mon node graph, ici, ok, donc là on retrouve mes nodes, je vais pouvoir faire Add Tool, et là on retrouve tous les outils disponibles dans Fusion. À savoir que Deep Image ici, c'est des nouveaux outils qui sont disponibles depuis cette version, et pour ceux qui connaissent Nuke, vous remarquez que ça ressemble beaucoup aux outils de Deep sur Nuke, à savoir le Deep Crop, le Deep to Image, le Deep to Point, Deep Holdout et le Deep Merge, qui est assez drôle parce que ça n'existe plus depuis beaucoup de versions, le Deep Holdout sur Nuke, tout est dans Deep Merge maintenant. Bon, c'est assez drôle qu'ils ont repris les anciens trucs de Nuke, peut-être parce que c'était en développement depuis longtemps, je ne sais pas. Le Deep Recolor pour prendre une image normale et venir
venir mettre son dip dedans, peut être intéressant, le resize, le dip transcend, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu. Vous avez le parallèle de Nuke ici, et donc vous retrouvez tous les nœuds par catégorie, donc rien d'impressionnant par rapport à là, ils sont tous rangés, sauf que c'est un petit peu pénible d'aller chercher ces nœuds comme ça. Honnêtement, personne ne le fait. Ce qu'on va faire, c'est faire CTRL espace ou SHIFT espace, ça dépend, les deux marchent. Je préfère SHIFT espace, mais ça c'est comme vous voulez. Donc vous faites SHIFT espace, et là ça va vous ouvrir un menu. Et là vous allez directement pouvoir aller chercher le nœud que vous voulez, et généralement vous les connaissez à force de les utiliser, ce qui peut être beaucoup plus rapide. Par exemple, je tape blur pour mettre un flow, et là je vais tout simplement faire add, et je vais avoir un nœud de blur qui est créé avec donc les paramètres ici de mon blur. Si je sélectionne ce nœud, j'ai les paramètres de ce nœud. Si je sélectionne les paramètres de mon blur, j'ai donc les paramètres de mon blur. Donc je peux le supprimer. Alors autre chose, les nodes les plus utilisés de Fusion, donc ça c'est un classement qu'a dû faire Blackmagic, ceux qui développent donc Fusion, DaVinci Resolve et tous les logiciels, ils développent aussi des caméras. Donc ici, on peut mettre des nœuds qui sont les plus utilisés, vous voyez. Bon là je mets plein de nœuds à la suite, ça n'a pas de sens, mais ce sont les nœuds les plus utilisés, à savoir le background, fast noise, text, merge, évidemment, color correct, brightness, mate control, enfin ça ce sont les nœuds les plus utilisés qu'ils ont tout simplement mis ici. Donc ça peut être assez pratique d'aller directement chercher aussi vos nœuds ici, si vous savez à quoi ça correspond. Par exemple, ceci c'est une ellipse. C'est quand même plus rapide que de faire Shift espace et aller chercher ellipse. Pourquoi pas? Mais évidemment, tous les nœuds ne sont pas là. Donc la meilleure manière, c'est de faire Shift espace. Alors là, on ne voit plus rien. Donc, pour voir un média, c'est pas bien compliqué. Il y a plusieurs solutions, mais la plus simple, c'est de prendre votre média et de le glisser dans le viewer. Et en fait, quand je glisse dans le viewer, donc je peux faire plus pour zoomer, vous voyez que là, ça me met un petit point blanc. Donc, ici, ça me met un petit point blanc, mais sur le deuxième viewer. Donc là, il y a un petit point qui est noir et c'est marqué Left View. Et là, un petit point blanc, c'est marqué Right View. Parce que ici, on a deux vues. Donc je peux étirer ça pour afficher ma deuxième vue. Alors je peux faire CTRL F pour que ça se fitte bien. Et là, si je clique sur le petit point sur ma vue donc de gauche, je clique ici, hop, ça m'affiche dans ma vue de gauche. Je peux faire Media Pool ici pour un petit peu plus agrandir. Et donc là, mon média sera à la fois libre à gauche et à droite. Donc là, ça va rien changer. Mais dans mon Media Out, je peux regarder donc ma fenêtre de droite. Ou alors je peux prendre le média et le glisser juste ici. Donc la façon de visionner des médias, vous allez très rapidement comprendre qu'on va ajouter des outils. Et globalement, pour ajouter des outils, il faut comprendre la structure nodale. Donc dans Fusion, on va ajouter des nodes, comme dans tous les logiciels donc dits nodal. Vous allez voir que pour la fenêtre ici Color, c'est pareil, on a un fonctionnement qui est basé sur des nodes. Donc dans Fusion, ici, je vais dézoomer par exemple en faisant moins. Et en fait, on va avoir un média in. Ensuite, on va mettre des nodes juste ici. Ok, par exemple un blur, un color corrector, un transform, etc., etc. Donc on va le mettre des opérations, à savoir des effets, et donc on va arriver à mon média out, qui est mon média de sortie. C'est-à-dire qu'on a notre média in, des effets qui sont ajoutés, et on ressort donc mon média out avec ces effets qui sont ajoutés. Par exemple, je sélectionne mon média in et je vais rajouter en faisant Shift espace un nœud de blur. Donc là, on a un blur qui a 1. Donc je peux encore plus flouter. Donc là, je vais augmenter les paramètres de mon blur parce que mon blur est sélectionné. Donc si je sélectionne ceci, j'ai plus accès aux paramètres de mon blur, mais j'ai accès aux paramètres de mon media in. Donc je sélectionne mon blur et j'ai donc accès aux paramètres de mon blur. Et là, je vais pouvoir tout simplement venir flouter plus ou moins. Ensuite, je vais pouvoir rajouter un node, par exemple de color corrector. Et dans mon node de color corrector, je vais mettre par exemple quelque chose de complètement bleu. Pourquoi pas? Je veux aussi un petit peu saturer. Et je vais par exemple aussi contraster. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un media in qui est ici, ok. Ensuite, on a un blur. Donc je peux prendre mon blur et le glisser juste ici. Donc on a un media in, un blur et ensuite un color corrector. Et du coup, on ressort donc mon media out. Et mon media out, c'est ce qu'on va visionner juste ici. Donc là, on est venu faire des effets visuels sur Fusion dans mon image. En termes de flux de travail, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez un media in, vous mettez des effets et en ressort votre media out. Donc je dis, pour visionner, on peut prendre et glisser.
par exemple, ici, si je prends mon blur, je peux le glisser juste ici, hop, vous voyez que j'ai un petit point blanc dans le viewer, donc de gauche. Ensuite, je peux prendre mon color corrector et venir le glisser juste ici. Maintenant, j'ai un petit point blanc dans le color corrector de gauche. Donc, on visionne notre color corrector. Évidemment, ça prend en compte tout ce qui est avant. Et l'avantage d'avoir une structure nodale, c'est que je peux supprimer, par exemple, mon blur parce que je veux plus que ça soit flou. Donc, je supprime mon blur, mais j'ai quand même mon color corrector qui, lui, fait effet. Ça vient pas supprimer tout ce qui est fait. Donc ça, c'est quand même super pratique. Donc à la suite de mon color corrector, je peux mettre un milieu de transform par exemple. Ok, et là je vais pouvoir zoomer dans mon image. Donc pourquoi ça le fait à droite et pas à gauche? Et bien parce que à gauche on visionne mon color corrector. Vous voyez que ici on visionne bel et bien mon color corrector dans la left view, et ici on visionne le résultat final. Donc dans le résultat final, on aura mon transform, juste ici, mais à gauche, on ne peut pas voir mon transform, étant donné qu'on visionne le color corrector et que le transform n'a pas encore eu effet. Donc voilà, vraiment pas plus compliqué que ça. Ouais, vraiment pas plus compliqué. Ce sont juste des opérations qui vont s'ajouter les unes à la suite des autres, et donc on va pouvoir venir modifier notre image. Et donc ce qu'on va voir, ça dépend de ce qu'on visionne, mais dans tous les cas, lui, il va récupérer mon media out. Donc ici, si on visionne mon media out, toutes les opérations avant seront donc dans mon media out. Donc pareil, je peux mettre un transform, venir faire un resize, venir faire un angle, et pareil, on a un système de clés qui est le même que dans la fenêtre Edit. Par exemple, je me mets à la frame 0, je mets une clé sur la size et une clé sur l'angle, je vais par exemple à l'image 50, et je vais dézoomer et je vais changer l'angle pour le remettre à 0 par exemple, comme ceci. Et donc là, on va avoir une animation qui se fait entre l'image 0, donc je peux faire espace si je souhaite, et là on voit mon animation qui était faite. Voilà. Vous êtes des professionnels de fusion. Alors, chose aussi très importante, c'est qu'ici, on a différentes entrées. Donc, je vais supprimer mon transform dans un premier temps, et on va s'intéresser au color corrector, et on voit qu'on a différentes entrées. Donc, nous, on va surtout s'intéresser à l'entrée ici bleue, qui est le effect mask. Donc, par exemple, je vais mettre un nœud de ellipse qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un arc de cercle. Donc, si je le visionne, c'est tout simplement un arc de cercle en noir et blanc. Mais vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Et bien, en fait, c'est plutôt simple. Ce qui est noir, en fait, ça va être supprimé, et ce qui est blanc va être gardé. Donc, c'est un masque, si on veut. Donc, qui dit masque dit alpha. Ok. Donc, par exemple, si je connecte mon masque à l'entrée bleue, si l'entrée ici effect masque, et mon effet va uniquement s'appliquer à travers mon masque. C'est-à-dire que mon effet va uniquement s'appliquer là où c'est blanc, et où c'est noir, mon effet ne sera pas appliqué. Pareil, je peux mettre un soft edge pour venir flouter tout simplement mon ellipse et jouer si je veux avec les différents paramètres pour avoir le résultat que je désire. Donc on a différents types de masques, on a une ellipse, mais on a évidemment aussi un rectangle qui fonctionne pareil, c'est juste que c'est un rectangle. Donc si je mets ceci en entrée masque, mon effet sera uniquement appliqué ici. Pareil, si je mets par exemple un autre effet, par exemple un blur comme on a vu, donc ici mon blur n'est pas connecté, donc pour le connecter, je pourrais faire ceci et ceci. Donc là, il est connecté. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est de directement faire Shift et d'insérer ici. Et là, il est automatiquement mis. Donc, je pourrais créer un autre masque, par exemple une ellipse, comme ceci, et mettre mon ellipse, par exemple ici, voilà, venir faire quelque chose comme ça, et du coup, mon blur, il se fait que dans cette zone. Donc là, je mets ceci en entrée masque, et je blur complètement, et du coup, j'ai un blur qui fait que dans cette zone-ci, et j'ai un color corrector qui est fait donc que dans cette zone-ci. Voilà. Vous avez à peu près compris le principe. Donc ça, c'est pour tout simplement faire un masque. Et donc, vous pouvez appliquer votre masque sur n'importe quel effet. En tout cas, presque. Donc, une fois qu'on a ça, on est content. Mais maintenant, comment on compose deux images ensemble? Alors, on va avoir un cas assez concret. On va tout d'abord supprimer le fond, ok, et venir incruster un élément derrière. Donc, je vais mettre ceci en media in et ceci donc en media out. Du coup, on a notre entrée et notre sortie. Du coup, on voit notre image de base ici et notre image finale ici, qui est la même parce que j'ai encore rien fait. Je vais créer un nœud de delta tier, comme ceci, donc qui a un nœud pour supprimer un fond vert. Alors je peux faire shift pour l'insérer ici. Alors petite subtilité, si vous n'avez pas envie de faire shift et d'insérer, en fait si je sélectionne ce nœud, je mets un delta tier, il va automatiquement venir se connecter après. Par exemple ici j'ai rien de sélectionné et je mets un blur, et bien il se met dans le vide. Alors que si je sélectionne ce nœud et que je mets un blur, il va automatiquement se mettre après. Pareil, je sélectionne ce nœud, je mets un blur, il va automatiquement se mettre après et décaler cet élément. Par exemple, cet élément est tout proche, je vais mettre un blur
ça va automatiquement le décaler, ce qui peut être assez pratique. À savoir que là où est votre node, s'il est ici ou ici, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est comment il va connecté. Donc ici j'ai un delta keyer. Alors si je fais clic droit, ici je vais dans Add Tool et je vais retrouver mon delta keyer dans les mates juste ici. Et là on a différentes choses. Donc on peut aussi avoir un ultra keyer, luma keyer, ça va plus être pour la luminance. Alors toi le cryptomate, alors ça arrivé que depuis cette version, mais c'est pour avoir des masques en 3D, donc ça peut être pratique. On va aussi retrouver un chroma keyer qui peut servir à supprimer des fonds verts. Alors je vais le mettre, mon chroma keyer, on va le laisser sur le côté pour le moment. Vous allez voir que c'est le même principe. Donc, dans mon delta keyer, je vais cliquer dessus pour avoir accès aux paramètres. Je vais prendre la petite pipette et je vais la glisser sur le vert. Et là, je vais avoir un joli damier. Mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le damier, qui préfèrent avoir un fond noir derrière, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici et décocher le checker underlay. Comme ça, on a un fond noir. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on fait une opération de suppression de fond vert? C'est-à-dire qu'on va garder notre personnage et supprimer le fond vert. Ok. Donc, si on regarde très rapidement l'alpha, ici, ce qui fait, c'est que ce qui est blanc va être gardé et ce qui est noir va être supprimé. Donc ici, on va pouvoir aller dans Mate et venir jouer avec le threshold. Donc dans le lot, ce qui est noir, on veut que ce soit encore plus supprimé, que notre fond soit complètement supprimé. Par contre, là, il y a des choses sur notre personnage qu'on aimerait garder, qu'on ne veut pas supprimer. Donc je vais pousser le high et là, hop, on va garder donc ces éléments. Ensuite, je peux rebasculer dans Color, voilà, et c'est quand même beaucoup plus propre. Donc je peux aussi faire A, passer de l'alpha à la Color. Ok, donc avant c'était comme ça, vous voyez, donc là c'est pas du tout supprimé, donc ça correspond à l'alpha, et là je viens supprimer ceci, donc on voit mieux dans l'alpha ce qui est gardé et ce qui est supprimé, et donc on obtient donc ceci. Ok, donc là je peux rapprocher et jouer un petit peu avec ça. Bon, là je le fais de manière vraiment très rapide, mais pour un petit peu montrer le principe. Ensuite, si je connecte ça donc au chroma keyer et que je regarde mon chroma keyer, voilà, vous allez voir que ça fonctionne à peu près pareil. Donc je vais aller dans Color Range ici et je peux jouer avec tout simplement ceci, vous voyez. Et le principe est le même. Hop, là, on va essayer de créer un fond vert. Alors il y en a d'autres, il y a aussi le Primate dans la version de base, il y a le Delta Keyer, il y a aussi l'Ultra Keyer qui est vraiment très proche. Donc ici, Ultra Keyer, je vais le connecter, je vais le regarder et là pareil, vous pouvez prendre une couleur et venir supprimer. Donc ça fonctionne globalement pareil. Je peux aller dans Mate et jouer un petit peu avec le threshold, voilà, et vous voyez que ça fait exactement la même chose. Tous les keyers ont un algorithme différent, vous voyez que le résultat n'est pas forcément le même, donc évidemment on n'a pas piqué au même endroit et mis les mêmes paramètres, mais c'est juste l'algorithme qui est différent, mais globalement tous les keyers fonctionnent à peu près de la même manière et ont la même logique. Donc là on a supprimé notre fond vert, donc derrière on a un fond transparent. Qu'est-ce qui nous dit? C'est l'alpha. Ce qui est blanc va être gardé et noir supprimé. Ok. Donc par exemple, si j'importe un fond, alors j'ai importé ce fond-ci, pour importer n'importe quel fond. Donc je regarde, ça donne ça. Alors c'est très noir parce qu'on n'est pas dans le bon espace colorimétrique. Alors on va pas trop se prendre la tête, on va faire simple. Moi je vais mettre un nœud de Ganut et je vais passer donc en sRGB parce que je sais que c'est du sRGB. Bon, ça donne ça. Si vous comprenez pas cette étape, c'est pas bien grave, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste pour être dans le bon espace, donc colorimétrique. Ok, donc d'un côté on a donc mon fond vert et de l'autre on a ceci. Mais on aimerait que ça soit sur la même image. Comment faire? Eh bien on a un nœud pour ça, pour composer des images ensemble, qui s'appelle le merge. Donc faites Shift espace et vous mettez un merge. Et là on va avoir deux entrées. On va avoir une entrée verte et une entrée orange jaune. Ok, donc c'est plutôt simple. Si vous laissez votre souris, vous voyez à quoi correspond chacune des entrées. On a une entrée verte qui est l'entrée foreground et une entrée donc jaune qui est l'entrée background. Donc background ça veut dire arrière-plan et foreground ça veut dire devant-plan. Donc jusqu'à preuve du contraire, on veut que notre fond vert soit devant et que ceci, ce soit derrière. Ceci, on va le connecter devant. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de le connecter à l'entrée verte, comme ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire clic droit. Ok, vous le prenez en faisant clic droit et vous lâchez votre clic droit juste ici. Et là, vous pouvez choisir votre entrée. Par exemple, je prends foreground. Si je regarde, il n'y a rien qui se passe parce qu'il a besoin au minimum de 2 entrées. Ensuite, ici, ce qui est là, je vais le mettre en background. Voilà. Et là, si je regarde, on obtient ceci. Nos images sont bel et bien composées ensemble. D'un côté, on a ceci qui est en foreground, qui est donc devant, ok, comme ça m'indique ici, et ceci qui est en background, donc quand on compose ensemble, ceci est bel et bien derrière. Et donc ça, je vais le connecter
pour qu'il soit inclus dans mon résultat final. Donc là, on va voir deux problèmes principaux. Donc si je fais play, on voit qu'il y a un mouvement de caméra et que l'arrière-plan ne suit pas du tout ce mouvement de caméra. C'est la première chose. Mais la chose la plus importante, c'est surtout que on a accès à des informations en dehors du fond vert. En fait, toutes ces informations qui sont en dehors du fond vert et qu'on ne peut pas quiller parce que ce n'est pas vert, on veut les supprimer. Donc on aimerait faire un masque autour de mon personnage et lui dire tout ce qui est à l'extérieur de ce masque soit supprimé. Faisons ça. Donc on a vu qu'on pouvait faire un carré. Donc on pourrait faire un carré, mais c'est quand même pas très pratique. Si je souhaite avoir moins de zones ici, on aimerait faire un masque qui est défini. Pour ça, il y a un super nœud qui s'appelle le polygone. Donc je mets un polygone, et là je vais venir tracer un masque, ok? Donc là je vais tracer un masque autour du personnage. Une fois que j'ai fini, je vais retourner sur mon premier point et cliquer dessus. Et là ça va fermer le masque. À savoir que le polygone est en autopsie. Vous voyez que ici c'est marqué Right Click Here for Shape Animation, c'est-à-dire que automatiquement quand je vais bouger, ça va s'animer. Ce qui est quand même super pratique pour un nœud de polygone. Ce qui fait que si on se décale dans le temps, par exemple ici, je vais rapprocher ceci, ça va automatiquement mettre ce nœud clé, et vous voyez qu'il y a une animation qui s'est faite. Voilà, donc de cette manière, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle de la rotoscopie. Donc on a ceci, voilà. Donc je décale ceci pour conserver mon personnage et tout ce qui est à l'extérieur soit supprimé. Puis le reste, c'est notre fond vert qui va s'en charger, étant donné qu'avec notre Delta Keyer, on a pu supprimer notre vert. Mais on n'a pas pu supprimer les informations donc à l'extérieur. Ok, donc là on a un masque qui tient à peu près la route, ok, il supprime pas notre personnage, et donc on a ceci. Donc on aimerait que tout ce qui est à l'extérieur de ce masque-ci soit supprimé. Alors, on a vu l'entrée bleue tout à l'heure, qui était une entrée masque et qui nous indiquait donc que notre effet prenne effet donc dans ce masque. Donc si je connecte ici à notre entrée bleue, ça va pas marcher, parce que ça va venir uniquement faire notre effet de fond vert, uniquement à travers notre masque. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut supprimer tout ce qui est à l'extérieur ici. Alors cette étape, dans les VFX, on va appeler ça le Garbage Mate. Donc ici, je vais faire clic droit, ok, et je vais lâcher sur Delta Keyer, et je vais connecter à Garbage Mate. Sauf que là, petit problème, ça marche bel et bien, mais ça nous fait l'inverse. Il supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur, et non pas à l'extérieur. Donc pour ça, le FR invert. Et là, on est bon. On a supprimé tout ce qui est à l'extérieur du masque. Donc avant et après. Et donc si je regarde ceci, maintenant, on est bon. Donc avant mon masque, et là, si je le reconnecte en Garbage Mate, on est bon. Donc bien inversé pour qu'il supprime tout ce qui est à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc là, si je fais play, ça nous donne ça. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal. On commence un petit peu à comprendre ce qu'on fait et toutes les opérations qu'on vient faire donc pour aboutir à notre image désirée. Sauf que là, on a un petit problème, c'est que l'arrière-plan, lui, ne bouge pas du tout, alors que notre devant-plan, à savoir ceci, a un mouvement de caméra. Donc pour ça, on va passer par une étape qui s'appelle le tracking. Donc, on va créer un nœud de tracker. Donc je vais mettre un nœud de tracker juste ici. Et on va faire ce qu'on appelle du suivi de mouvement. Donc je vais regarder mon tracking ici, je vais le connecter au Media In de base, parce qu'on a besoin du plan original. Et en fait, ici, il y a un tracker, une croix qui a été mise. Donc vous voyez souvent ça sur les tournages, ça sert tout simplement à traquer. Ok, donc je vais mettre mon tracker sur cette croix ici, et donc il va suivre le mouvement de caméra, et on va reporter ce mouvement-ci sur l'arrière-plan. C'est ça qu'on va faire concrètement. Donc ici, si je fais play, vous voyez bien que là, il suit le mouvement. Vous voyez, ça essaye de suivre le mouvement, le petit carré suit le mouvement, et donc on va réappliquer ce mouvement sur notre arrière-plan. Ok, donc là notre tracking s'est plutôt bien passé, on voit qu'il arrive plutôt bien à suivre. Donc on va reporter ces informations de mouvement, donc je vais déconnecter mon tracker et je vais regarder ceci, ok, donc ceci n'a pas encore de mouvement, c'est mon arrière-plan et il est fixe, donc je vais connecter dans les deux entrées, foreground et background pour le moment, ok, et dans les informations de mon tracker, je vais aller dans opération, et ici je vais pas aller dans none, je vais aller dans match move pour matcher le mouvement. Et là, je vais me mettre dans FG only pour que ça soit ici dans foreground, que ça suive notre mouvement. Ok, donc si je prends ceci, je le regarde, et maintenant si je fais play, on a bel et bien un mouvement de caméra qui est appliqué et qui correspond donc à ce mouvement-ci. Vous voyez que ça regarde à gauche et à droite, quand ça se décale, ça a l'air de quand même plutôt bien correspondre. Le meilleur moyen de vérifier, c'est de regarder notre merge ici. Donc ce qui est connecté à notre merge, c'est notre diamut, donc il n'y a pas encore le
le tracker, donc on vient connecter ici, hop, le tracking. Voilà. Et là, si on fait play, on voit bel et bien qu'on a maintenant le même mouvement. Donc on a réussi à supprimer ce qui était en dehors du fond vert et on a réussi aussi à intégrer le mouvement. Sauf que, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, ici, on vient décaler vers la droite, mais on n'a pas assez de matière ici. Et oui, parce que si on regarde ça, on décale ça vers la droite, on n'a pas assez de matière. Donc ce qu'on peut faire après le gamut, pour un petit peu tricher, c'est de zoomer dans l'image. Donc je mets un transform et je viens zoomer pour recouvrir la zone et là on est bon. Donc maintenant si je fais play, on n'a plus de problème et là on commence à avoir un résultat quand même assez intéressant. Mais on va pouvoir bien l'améliorer. Déjà il n'y a pas de ciel, donc on va venir créer un ciel. Donc je vais juste décaler ces éléments-ci, voilà, on décale tout ça et à ce moment-là on va créer un ciel. Donc pour ça je peux utiliser un ciel que je trouve sur Google ou je ne sais où, mais on a un outil qui est pas mal, c'est le Day Sky, pourquoi pas l'utiliser. Voilà, c'est un ciel, bon, c'est assez basique, je pense qu'une image avec des vrais nuages, ce genre de choses, ça peut être quand même plus intéressant, mais là, on va faire simple, et j'aimerais composer mon ciel derrière ceci. Voilà, j'aimerais qu'il soit derrière. Heureusement, on a ici un alpha en faisant A, je peux faire merge, comme ceci, je mets mon merge, je veux que ceci soit devant, et que mon ciel soit derrière, donc en entrée, naturellement, orange. Je regarde, et là, mon ciel est bien derrière. Et quand je regarde le résultat final, on a ça. Ok, c'est plutôt cool. Maintenant, j'aimerais faire un petit peu de color correction parce que ça marche pas tellement. Donc déjà, mon ciel, je trouve pas assez lumineux. Donc je peux changer l'exposure ici, pour que ce soit un petit peu plus exposé. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Et ici, je peux regarder ce que ça me donne et venir mettre à ce niveau-là. Donc pour que mon ciel et mon château ont une color correction ensemble, je vais mettre donc ça après le merge. Je vais mettre donc un nœud de color corrector. Dans mon color corrector, je vais booster le gain, par exemple. Je vais mettre des couleurs un petit peu plus chaudes pour coller au personnage. Je vais partir un petit peu dans le rouge, orange, par là. Et donc, si je compare avant-après, je peux faire CTRL P pour désactiver et activer un node. Donc voilà, ça marche quand même globalement beaucoup mieux. Je pourrais mettre aussi un effet de flou d'arrière-plan. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle le défocus. Donc je peux enlever le bloom level, par exemple, et voilà, avec un défocus que ça donne. Donc avant, après. Donc je peux sélectionner mes deux nodes et voir ce que ça donne avec ou sans mes corrections. Donc voilà comment faire du compositing dans Fusion de manière assez simple. Si on fait un récapitulatif d'un petit peu tout, donc ici on a un fond vert, on a enlevé notre fond vert, donc grâce à un delta clear où on est venu jouer avec le threshold pour supprimer un maximum du fond vert, mais tout ce qui peut pas être supprimé par le fond vert, à savoir la croix ici et tout ce qui est blanc, donc ce qui est pas vert, on est venu faire un masque autour de notre personnage pour venir supprimer ces éléments et on les a mis en garbage mate et bien penser à inverser notre masque. Donc on a ceci. Ensuite, on a un merge où on est venu incruster tout l'arrière-plan, ok? Donc, ce qui est en foreground, c'est ceci, et ce qui est en background, c'est ceci, et donc quand on compose ensemble, ça nous donne ça, parce que ceci est en background et ceci est en foreground. Donc, on a ceci, mais pour aboutir à ce résultat, on a quand même fait certaines choses. Et oui, on a notre arrière-plan qu'on est venu convertir, ok? Ensuite, on a mis un merge pour rajouter notre ciel qui est derrière, voilà, puisqu'elle n'a rien de compliqué. Le fonctionnement est le même. Notre ciel est en background, ceci en foreground. Étant donné qu'on a un masque de transparence, ça va donc se mettre derrière dans cette zone-ci. Ensuite, j'ai mis un color corrector, ok, où j'ai boosté un petit peu le gain et j'ai mis ça un petit peu plus chaud. J'aurais pu le mettre encore beaucoup plus chaud si je souhaitais. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit flou d'arrière-plan avec un défocus, ce qui peut être assez sympa. Évidemment, j'aurais pu encore l'augmenter. Vous voyez que ça nous crée des effets quand même assez sympas avec des bokeh. Bon, ici, les bokeh sont pas très forts. On a quand même des bokeh. Bon, si je me mets à 100, là, on va énormément voir la différence. Bon, évidemment, c'est beaucoup trop. On voit plus rien. Moi, je vais remettre ça à 2, ce qui me paraît plutôt bien. Ensuite, ici, j'ai mis un transform pour être sûr d'avoir assez d'informations hors champ ici. Donc, je suis venu zoomer dans l'image pour être sûr que quand je fais mon tracking, donc j'applique mes informations de tracking, je suis venu traquer cette petite croix qui est ici pour appliquer le même mouvement. Donc, dans mon tracking, j'ai mis ça en match move pour matcher donc le mouvement et donc en FGonly pour que ça s'applique sur mon foreground. Là, on vient appliquer le même mouvement et ensuite, je viens composer les deux ensemble et on obtient ce genre de résultat. Ensuite, si je souhaite faire de la color correction sur les deux, par exemple, je vais pouvoir rajouter après mon merge un color corrector, voilà, comme ceci. Donc, regardez le résultat final. Et là, si je veux que mon image au global soit un petit peu plus, par exemple, bleu, et ben là, je pourrais faire quelque chose comme ça. Et maintenant, si je retourne dans la page Edit, on voit mon résultat final. Donc, si je souhaite ici, je peux activer et désactiver pour voir le avant, après. Alors ici, je vais quand même
même enlever mon color corrector, comme ça va être un petit peu plus visuellement agréable à regarder quand même. Et là, je peux activer, désactiver, et on voit mon arrière-plan qui était incrusté, et on voit qu'il a le même mouvement de caméra, qui est plutôt cool. Donc en rien de temps sur Fusion, on a quand même créé quelque chose d'assez sympa. Pareil, maintenant, une fois que les VFX sont faits, à savoir les effets visuels, ce qu'on appelle les VFX, la partie ici sur Fusion, on va pouvoir étalonner mon plan. Donc pour ça, on va passer à la partie étalonnage. Donc c'est tout pour Fusion. Donc j'espère que tu auras appris des trucs sur Fusion. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, par exemple là on fait les choses de manière vraiment très simple pour que tu puisses comprendre. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur Fusion, on a fait une formation. Donc je te laisse le lien dans la description. On va dans les profondeurs du logiciel. On voit le logiciel de A à Z. Donc si ça te paraît obscur, bah tu peux toujours aller voir la formation. Lien en description, tu as un petit questionnaire que tu réponds et de là, on te contactera et tu deviendras un expert de Fusion. En tout cas, c'est le but. Donc une fois qu'on a fait les effets visuels, laisse place à l'étalonnage. Donc on va aller dans la fenêtre ici d'étalonnage et on va étalonner notre plan. Quand on voit la fenêtre étalonnage comme ça peut faire un petit peu peur. Il y a plein de choses. Donc déjà, on va un petit peu ranger les choses pour avoir moins de choses à l'écran, surtout des choses qui prennent pas mal de place. On va faire simple dans un premier temps. Donc on va désactiver Effect ici. Déjà, on a un panel en moins. Ici, on peut désactiver la galerie et ici on peut désactiver le clips qui est ici. Donc là on va retrouver nos différents clips, on va pouvoir le désactiver et déjà là on a un petit peu plus d'espace. Voilà, c'est quand même un petit peu plus simple. Ici je peux cliquer là pour avoir le waveform. Je pense que c'est un peu mieux que d'avoir nos keyframes. On n'a pas forcément besoin de nos keyframes quand on va faire de l'étalonnage, c'est pas le plus important. On va plutôt avoir nos waveforms ici. Donc ça on comprend pas vraiment à quoi ça correspond. On verra un petit peu les différents scopes plus tard. On a le waveform, on va avoir le parade, on va avoir le vector scope aussi, l'histogramme bien évidemment, et le CI, donc ça c'est un color space. Donc ici on va voir la représentation, donc par exemple du Rec 709, ça c'est plutôt de l'A6 parce que c'est beaucoup plus grand. Enfin, on va voir les différents color space, ce genre de choses, mais on va pas trop se prendre la tête pour le moment, on va juste se mettre en parade, ce qui est quand même visuellement le scope le plus clair. Là on va avoir des intensités entre ici 0 et 1023 de rouge, vert et bleu. Voilà, un de plus. Ensuite ici on va retrouver nos courbes, donc par exemple si je touche au point le plus haut, je vais pouvoir baisser donc l'intensité de mon image et vous voyez que ici dans mes scopes ça s'adapte. Les scopes c'est juste la représentation visuelle graphique de l'intensité par différents canaux rouge, vert, bleu de notre image. Donc ici je viens baisser ça et naturellement ça vient s'adapter. Donc ça peut nous aider un petit peu à régler nos hautes lumières, ok, ou alors nos basses lumières. Donc là c'est les basses lumières qu'on monte et tu vois qu'on touche pas aux hautes ici mais qu'on vient augmenter les basses. Voilà. Ensuite ici on retrouve le lift, le gamma, le gain et l'offset. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur l'étalonnage pour justement parler du lift, du gamma, du gain, de l'offset, ce que tu peux aller voir si ça t'intéresse. Donc pour faire très rapide, on va pas rentrer dans les détails parce que comme je viens de te le dire, il y a déjà des vidéos entièrement gratuites. Donc tu peux aller voir ces vidéos qui sont vraiment très claires pour le coup. Donc pour faire simple, le lift, ça va être les basses lumières, donc ça correspond à toucher à ça. Le gamma, ça va être les valeurs moyennes, ça correspond à toucher à ça. J'ai donc un point au milieu. Le gain, c'est ceci, c'est les valeurs hautes. Et l'offset, c'est tout. Donc c'est à la fois le lift et à la fois le gain. Voilà, ça, c'est de l'offset. Donc le lift, on voit que ça fait la même chose ici que ça. Ça fait la même chose. Pareil pour le gamma, ça fait quelque chose d'à peu près comme ça, quand on augmente et on le baisse. Donc, vous voyez. Et pareil pour le gain, quand on l'augmente et on le baisse, ça fait à peu près quand même la même chose. Voilà, donc ça c'est pour faire super simple. Ensuite, vous avez la température de couleur, qui est en Kelvin. Plus vous descendez, plus vous avez des couleurs froides, et plus vous augmentez, plus vous avez des couleurs donc chaudes. Voilà. Ensuite, vous avez la teinte. Okay. Donc ça correspond plus ou moins à votre hue. Ensuite, vous avez le contraste pour contraster ou décontraster une image. Et ici, vous retrouvez aussi la saturation. Ok, et directement ici, la hue. Voilà. Donc ce sont les paramètres, on va dire, principaux. Donc je vais tout reset ceci pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises. Et ici, on va retrouver notre structure nodale. Mais comment ça fonctionne? C'est super simple. En fait, dans DaVinci, souvent, quand on va étalonner, on va avoir une opération par nœud, histoire d'être plus organisé. Par exemple, ici, je pourrais me dire, j'augmente le contraste, je joue avec la température, je désature, et voilà mon image finale. Sauf que quand on veut revenir sur quelque chose, juste sur la saturation, on aimerait quand même être un petit peu plus organisé. Donc, je vais tout reset, et par exemple, ce premier nœud, je vais pas y toucher. Ok, lui, ça va être mon nœud de base. Petit peu de pratique quand je veux comparer des choses. Alors, je vais faire Alt S pour recréer un nœud, et dans ce
ce nœud, je vais par exemple l'appeler contraste. Donc je vais faire clic droit, ici node label, et je vais l'appeler contraste, comme ceci. Et là, dans ce nœud, je vais jouer avec le contraste. Donc s'il est sélectionné, toute opération que je vais faire va être dans le node qui est sélectionné. Pour ça que je peux pas en sélectionner directement deux, parce que lui il sait pas où mettre l'effet. Donc dans contraste, je vais sélectionner mon contraste et je vais jouer ici avec le contraste. Donc là on vient contraster mon image. Ensuite je vais faire Alt S pour recréer un nœud et là je vais jouer avec ma saturation. Donc node label, je vais l'appeler saturation. Et là par exemple je vais complètement désaturer mon image et je vais recréer un nœud en faisant Alt S. Vous commencez un petit peu à comprendre et là je vais par exemple l'appeler température. Et là je peux jouer avec la température de couleur juste ici. Et bah pourquoi faire ça? Et ben par exemple maintenant si j'ai envie de voir mon image sans la modification du contraste, j'ai juste à sélectionner mon nœud de contraste parce que je sais que c'est là qu'on a réglé le contraste si on s'est bien organisé et je peux par exemple venir connecter ceci, hop, et là on voit ce que ça donne sans mon contraste. Je le reconnecte, on voit ce que ça donne avec mon contraste. Tu peux aussi venir connecter comme ceci. Je pourrais désactiver aussi le nœud si tu veux, c'est la même chose. C'est juste pour te montrer visuellement ce que ça donne. Et donc de cette manière, je vais pouvoir désactiver des nœuds et donc je vais pouvoir traiter chaque opération dans chaque node, ce qui simplifie donc le workflow de production. Donc là, on va le faire avec une image dit en log, donc ça va être un petit peu plus facile à étalonner. Donc je vais aller dans mon media pool juste ici et je vais récupérer ce genre d'image. Donc par exemple, je vais prendre cette image-ci, je vais la glisser ici, je vais mettre mon curseur à ce niveau-là, je vais aller dans Color, et donc là j'ai accès à mon média, je vais faire Alt S pour créer un second nœud. Dans un premier temps, on va faire la même chose, on va régler le contraste, par exemple, donc je vais contraster juste ici, voilà, pour avoir quelque chose comme ça, par exemple. Donc ici, je peux voir le avant, après mon étalonnage, voilà. Ensuite, je vais rajouter en second nœud, je vais l'appeler saturation, donc node label saturation, et je vais légèrement un petit peu plus quand même saturer, voilà. Et je vais créer un dernier node, et je vais le renommer température, voilà. Et là, je vais retoucher la température pour avoir quelque chose de beaucoup plus chaud, ce qui peut être sympa. Et si je compare le avant, après, on a ça. Donc là, on a vraiment donné un look particulier à notre image qui est quand même assez sympa. Et là, si je veux retourner sur le contraste, et ben juste à cliquer ici sur contraste et à plus ou moins contraster si je le souhaite. Voilà. Et là, on obtient ce genre d'image. Pareil, si je souhaite désormais un petit peu plus resaturé, que ça soit quand même un petit peu moins chaud, mais quand même assez chaud, ou un petit peu plus chaud encore, c'est un petit peu comme on veut, et ben je peux juste enlever ici la température. Et là, on voit que quand même l'image a un cachet beaucoup moins important sans la température. Bon, on est allé un peu fort, bien évidemment, mais de cette manière, vous allez pouvoir créer un look particulier pour vos images, donc grâce à la page Color de DaVinci. Pareil, je pourrais dire que dans mes basses lumières, j'aimerais que ça soit un petit peu plus bleuté, et que dans mes hautes lumières, à savoir le gain, soit un petit peu plus rouge-orange. Ici, c'est pas très beau, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc ici, je peux régler directement à la main et mettre 0,05 peut-être, que ce soit beaucoup moins fort, et là, ça donne quelque chose quand même d'assez sympa. Pareil, ici, je suis beaucoup trop fort, donc là, je vais remettre à 1 et à 1, et par exemple, je vais mettre 1,02, voilà. Et là, c'est un petit effet pour ceux qui connaissent Orange and Teal. Donc de cette manière, on a toute la créativité pour créer des images qu'on désire. Alors on va retrouver différentes choses dans l'étalonnage qui peuvent être assez sympas en termes d'outils. Par exemple, on va retrouver les masques. Ici, je peux mettre un masque. Ok, et donc là, si je sélectionne température, je mets un masque dans la température, et ben l'effet se fera uniquement là où est mon masque. Par exemple, si je veux que ce soit juste vers mon soleil, comme ceci, ça n'a aucun sens. Je pourrais venir mettre mon masque ici, et je peux même traquer mon masque. Donc, je peux aller dans mes informations ici de tracking, et ici, je peux venir traquer, voilà, d'avant en arrière, et là, on voit que ça suit plutôt bien. Et là, hop, j'ai rien à faire, j'ai même pas à allumer mon masque. On voit que ça marche extrêmement bien, ça arrive à super bien suivre, et là, j'ai appliquer un effet d'étalonnage uniquement dans cette zone-ci. Pareil, si je désire, je peux stabiliser mon plan. Donc pour ça, pas bien compliqué. Je reste que dans la fenêtre tracking et là, je passe en mode stabiliser. Donc ici, on clique sur stabiliser. Je fais un stabilize. Donc là, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ok. Donc généralement, c'est quand même assez rapide et je vais donc pouvoir stabiliser mon image. Alors évidemment, ça nous fait un léger zoom dans l'image, mais on voit que mon image est beaucoup plus stable. Donc vous voyez que vous avez un panel d'outils vraiment très
très intéressant dans la page color. Donc là c'était juste pour les bases. Pareil, on peut désactiver la stabilisation. Vous voyez que ça fait un léger zoom. Et si on fait play, on voit que ça se rend un petit peu, alors que si on active la stabilisation, c'est quand même beaucoup plus smooth. Voilà. Donc vous pouvez stabiliser vos plans et ça marche super bien. Avec la version studio, vous pouvez créer des maps de profondeur. Donc créer des profondeurs atmosphériques, venir créer des flous d'arrière-plan après que vous ayez tourné. Enfin, vous avez vraiment des outils d'IA quand même assez puissants incorporés dans DaVinci Resolve. Ça, c'est si vous voulez passer à la version studio. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la page color de DaVinci Resolve. Pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer donc à la page Fairlight. Alors maintenant, nous allons voir le son dans DaVinci Resolve. Donc nous avons une page qui est dédiée pour ça, qui est la page Fairlight. Mais déjà, nous allons voir d'une manière très simple comment faire du mixage sonore. Donc ça, dans le mot mixage sonore, on va voir comment marche le son déjà dans la page Edit et comment c'est lié à la page Fairlight, ce genre de choses. Donc déjà ici, on voit une piste audio. Donc c'est un waveform, plus le son est fort, évidemment, plus le waveform ici sera élevé. Ce qui paraît assez logique. C'est comme un électrocardiogramme, si on veut. Alors si je fais play, ici, on peut aussi voir, si vous voyez, ici, on peut aussi voir l'intensité. Et si c'est en vert, c'est que c'est bon. Si c'est en orange, c'est que c'est quand même assez fort, mais ça va. Et si c'est en rouge, c'est que le son est saturé. Donc ici, on voit que le son est très fort ici. Et là, on voit qu'il est rouge, donc qu'il est saturé. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner au milieu de la piste ici. Quand vous avez votre curseur qui est bien placé, vous pouvez baisser votre piste ici. Donc ça va baisser le son. Vous voyez que ça baisse en décibels, donc de moins 10, moins 15, moins 20 décibels, ok. Ou alors vous pouvez cliquer ici sur votre piste audio et directement dans l'inspecteur, ici dans audio, venir ajuster votre audio. C'est exactement la même chose. Donc votre audio, il peut être soit en stéréo ou soit en mono. Pour faire simple, le mono, c'est quand vous l'écoutez dans une seule oreille et le stéréo dans deux oreilles. Donc la plupart du temps, on veut quand même l'avoir en stéréo. Et surtout, bien faire attention en faisant clic droit ici dans Clip Attribute, dans Audio, qu'on est bel et bien en stéréo. Donc, vous voyez qu'il y a left et right, voilà, ce qui correspond à gauche et droite. Donc, on aura le son dans les deux oreilles. Si on est en mono, les personnes qui mettront un casque, à l'export, ils l'entendront uniquement que dans une oreille. Donc, bien vérifier que c'est en stéréo. Ici, dans l'équaliseur, on va pouvoir un petit peu faire ce qu'on appelle du mixage. Bon, on va le faire de manière très simple. Donc, à gauche, on va retrouver nos basses fréquences et à droite, on va retrouver nos hautes fréquences. Voilà, pour faire très simple. Donc on va pouvoir aller dans la fenêtre Fairlight parce qu'on va plus pouvoir moduler ça. Alors dans la fenêtre Fairlight, on a une timeline ici qu'on peut venir agrandir si on le souhaite. Ok, donc on peut prendre ça et l'étirer. Voilà, comme ça les deux sont plus grands. Et ici, je peux cliquer sur l'equalizer et je vais pouvoir régler exactement de la même manière que dans la page Edit. Sauf que là, c'est beaucoup plus grand et quand même beaucoup plus pratique. Donc je vais dans l'equalizer et ici, je peux par exemple cocher le band 1 et là donc j'ai mes basses fréquences. Donc là ça veut dire que mes basses fréquences sont coupées à partir donc de 70 décibels, enfin de moins 70 si on veut. Donc on va pouvoir le décaler. Pareil pour les hautes fréquences, donc la bande 6, je peux donc gérer ici mes hautes fréquences. Bon ça vous pouvez toucher pour voir un petit peu ce que ça fait sur votre audio, ça peut être intéressant de bouger et de jouer en même temps le son pour comprendre ce que ça fait. Et donc là, vous pouvez cibler des fréquences et venir les baisser si elles vous gênent. Donc l'équaliseur, c'est quand même assez pratique pour ça. Ensuite, vous avez d'autres choses comme dynamique ici. Donc pareil, on va pas faire compliqué. Là, vous pouvez gérer un tas de choses très intéressantes. Et surtout, important, vous avez les effets. Alors, si je vais dans Effect juste ici, je vais avoir un tas d'effets assez sympas. Alors, il y en a qui sont payants, donc disponibles que dans la version studio, mais certains sont gratuits comme la reverb. Donc la reverb, c'est la réverbération. Donc on peut ajouter un effet de réverbération et là automatiquement on va avoir un panel où on va pouvoir gérer donc les paramètres de réverbération. Si on est content de notre effet, on peut quitter. Donc voilà pour les bases du mixage sur DaVinci Resolve. Donc vous avez accès donc à la dynamique, à l'équaliseur et vous pouvez rajouter un tas d'effets qui sont déjà préfaits, qui sont super pratiques, mais vous avez quand même la main mise dessus, c'est-à-dire que par exemple la réverbération, vous pouvez la modifier, mettre un chorus, le modifier. Pareil, on va avoir des super outils comme le noise reduction, c'est pour enlever le bruit, par exemple quand vous enregistrez et que vous avez un bruit derrière, ce qui peut être assez dérangeant, vous avez un bruit qui est provoqué par le micro, donc grâce à des outils comme le noise reduction, vous allez pouvoir les enlever. Alors une fois que vous êtes content de votre montage, de vos effets visuels, de votre étalonnage et même de votre mixage, je pense que votre projet, vous avez envie de l'exporter. Donc pour ça, on va aller dans la fenêtre Deliver juste ici. Et là, pas bien compliqué, on va encore une fois avoir une timeline. Donc on va avoir un point in et un point out, c'est-à-dire qu'il va exporter cette zone-ci.
par exemple, si je décide de mettre un point out ici, il ne veut pas exporter cette zone-ci. Donc pour exporter, je vais tout simplement aller chercher mon fichier dans lequel je veux exporter mon média. Ensuite, dans vidéo, je vais choisir mon format et mon codec. Donc par exemple, pour YouTube, ça peut très bien de mettre du MP4. Ça sera plus léger que du Move. Donc le QuickTime, ce sera en Move automatiquement. Donc ici, je peux me mettre en MP4 et laisser en H264 ou 65 comme vous voulez. Et je peux aller dans Audio, donc c'est en AAC. Donc si jamais vous avez envie d'exporter que de l'audio et avoir une bonne qualité audio, ce que vous pouvez faire, c'est décocher Export vidéo, aller dans Audio et ici vous mettre par exemple en Wave, qui est un très bon format audio. Bon, moi je vais retourner dans Vidéo, Export vidéo et ici je me mets évidemment en MP4, H264 et une fois que je suis content de mes réglages, je peux ici faire Add to Render Queue et là j'ai juste à cliquer sur Render et automatiquement mon rendu va s'effectuer avec le pourcentage qui est ici et quand ça sera à 100%, ça veut dire que votre export est terminé et vous n'avez plus qu'à le regarder et à l'uploader là où vous voulez. Mais en tout cas, DaVinci aura fait son job de A à Z. C'est-à-dire qu'on aura importé nos fichiers, on les aura montés, on aura fait les effets visuels, l'étalonnage, le mixage jusqu'à l'export. Donc comme tu t'en doutes, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, ça plaît toujours, à commenter pour me dire si ça t'a aidé et si jamais tu as une question, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre et tu peux t'abonner pour suivre de super vidéos comme celle-ci et sur ce, je te dis à la prochaine.